Allô? Bonsoir, Afrique Média. Vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur. Je suis le TK. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. D'armes venant d'Europe circulent au Sahel, c'est qu'affirment plusieurs rapports. Terrorisme, insurrection ou banditisme, cette région de l'Afrique est en particulier confrontée à la présence de nombreuses armes et munitions en circulation qui menacent donc la sécurité. Alors d'où viennent ces armes? Comment les groupes armés qui ne font pas partie des forces nationales et ou internationales se dotent en armement et en munitions dans le contexte actuel? Autant de questions posées ce soir. À rappeler également que les attaques sont de plus en plus récurrentes. Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad, pour ne citer que cela, subissent donc les représailles des groupes armés. Comment comprendre cela alors même que dans la région on note la présence de plusieurs forces internationales? Comment se ravitaillent les groupes armés? Et surtout, on s'interroge sur l'origine, du moins la nationalité de ces armes. On parle d'armes qui proviennent de l'Europe. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela entraîne? On en discute ce soir dans votre émission Appel sur le continent. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver une fois de plus ce jour. Vous regardez Appel sur le continent, vous êtes sur la télévision panafricaine. Afrique Média, merci beaucoup pour votre présence. Une seule thématique, on parle de sécurité dans le Sahel, précisément de la lutte contre le terrorisme. Les armes qui circulent dans la zone sahélienne sont d'origine européenne, du moins c'est ce qu'affirment plusieurs rapports, ce qui viennent confirmer les analyses de plusieurs experts déjà depuis plusieurs années qui accusent les États européens, du moins occidentaux, d'alimenter le terrorisme en Afrique, précisément dans la zone du Sahel. Alors pour en discuter, nous avons déjà via Zoom M. Souleymane Hamza. On rappelle que vous êtes expert en questions sécuritaires. Merci à vous, cher monsieur. Bonsoir. Merci Manuela Siké. Très heureux de partager ce plateau avec vous. Nous sommes face à l'insécurité depuis 2013 et cela est lié à plusieurs facteurs. Le facteur de l'insécurité qui est lié aux problèmes sociaux, économiques, politiques et surtout à l'indifférence que font les États, la division au niveau social, n'est-ce pas, la répartition du bien commun qui n'est pas fait de manière équitable et surtout que nous assistons à la déstabilisation de certains pays du fait de cette division-là, et cela attire les terroristes, ça met la sous-région en danger, et tous ceux qui en sont spécialistes en achat et vente d'armes, de munitions, trouvent un terreau fertile sur lequel ils peuvent surfer. Malheureusement, nous assistons à cette guerre-là qui ne s'arrête pas depuis, cette vente d'armes qui augure des lendemains meilleurs en ceux qui en sont des fabricants et laisse un malheur sur le continent à travers tous les désastres que nous connaissons. Et nous vous allons certainement profiter de cette émission pour attirer l'attention de nos gouvernants sur un certain nombre de points clés, à savoir l'origine des armes, ceux qui sont certainement derrière ce trafic, ceux qui alimentent ce trafic et ceux qui s'en servent. Souleymane Hamza, effectivement, toutes ces questions sont donc posées sur la table des discussions ce soir et surtout, ce que beaucoup d'Africains se posent au regard des conséquences liées à la circulation de ces armes. Vous l'avez si bien noté, on parle de déstabilisation des États africains, on en voit
de toutes les façons. Et l'on s'interroge s'il faille également pour l'Afrique de se pencher aussi sur l'armement, l'industrie de l'armement. De toutes les façons, certainement on aura l'occasion peut-être de répondre à cette interrogation. Peut-être pour revenir sur ces différents rapports, on rappelle qu'il y en a eu plusieurs. La récente, bien sûr, concerne celle de l'ONG Amnesty International qui date seulement du 24 août dernier, c'est-à-dire hier, et insiste sur certains points. Elle se base sur l'analyse des photos et vidéos qui proviennent du Burkina Faso et du Mali, publiées sur les réseaux sociaux par les membres de groupes armés entre janvier 2018 et mai 2021. Eh bien, Amnesty International est parvenu, selon elle, à identifier les types d'armes utilisées par les groupes armés du côté du Sahel. Et il faut dire que les pays indexés, lorsque l'ONG parle de l'Europe, elle parle des pays d'Europe de l'Est, entre autres de la Serbie, il y a donc la Slovaquie. Alors avant peut-être de rentrer en profondeur, M. Souleymane Hamza, il faut quand même dire que c'est quand même assez nouveau, hein, ces pays-là, d'entendre de parler de ces pays dans le vocabulaire, on va dire quoi, sécuritaire. D'habitude, on a l'habitude d'indexer les États comme la France ou encore les États-Unis. Oui, ben, écoutez, nous allons faire un peu d'histoire pour remonter aux guerres qu'il y a eu dans ces pays-là que vous venez de noter, à savoir la Serbie, le Monténégro, tous les pays scandinaves là, que nous avons connus sont des pays qui étaient en proie à la guerre. Cela a certainement fait appel, disons, aux fabricants d'armes, n'est-ce pas, de ravitailler les troupes de ces pays, de ces différents pays. En l'occurrence, constituer des dépôts assez importants pour faire face à la guerre. Mais malheureusement, une fois la guerre finie, il fallait quand même retourner à ce que nous appelons le renvoi du matériel, n'est-ce pas, dans les poudrières. Et il y a une unité, si je prends le cas de mon pays ici, il y a un service qu'on appelle la DAMO, la direction armement, munitions et optique. Cette direction-là est chargée à chaque fois que le matériel est pourvoyé sur les théâtres d'opération. Cette unité est chargée, n'est-ce pas, de revérifier si effectivement les armes envoyées au front sont rentrées. Est-ce qu'elles sont rentrées dans l'ordre? Quel est le nombre de munitions qui ont été tirées? Il y a tout un calcul bien programmé, n'est-ce pas, de sortie et d'entrée de ces munitions-là. Malheureusement, dans ce stockage-là, la politique dans l'état où ces pays-là étaient complètement foudroyés n'a pas pu permettre, n'est-ce pas, que les états-majors de ces pays-là mettent en ordre, n'est-ce pas, de repérage toutes les armes qui ont été achetées, utilisées ou pas, et qui sont restées d'autre part dans les dépôts. Ce qui fait que, bon, d'autres en ont profité, ils s'en sont servis, d'autres ont fait des dépôts cachés, il y en a qui sont allés dans la nature, il y en a qui sont restés dans des maisons, n'est-ce pas? Et tout l'ensemble de ces armes-là ont fait l'objet, n'est-ce pas, de ce que nous connaissons aujourd'hui comme trafic. Aujourd'hui, il faut noter que pour avoir du matériel d'État à État, il faut des protocoles de niveau. Il faut déjà que le besoin soit. Ensuite, il va falloir que la demande soit établie, que les Nations Unies s'en mêlent, le pays de vente donne son accord et que ensuite les modalités de paiement soient bien organisées. Il s'avère que dans le cadre du trafic, ce n'est pas le cas. Et ceux qui sont souvent à base du trafic, c'est des gens qui sont masqués, qu'on ne connaît pas souvent, ou qui parfois sont même des agents, des anciens agents des forces qui se sont reconvertis dans le vente, l'achat d'armes, et qui prennent contact directement avec ces terroristes-là, les fournissent par des moyens qui ne sont pas à caractère officiel, n'est-ce pas? D'où la prolifération de ces armes-là, même de nouvelle génération,
que nous connaissons au sein des forces dans le Sahel. Donc vous voyez, c'est un peu délicat, une problématique assez délicate sur laquelle non seulement nos dirigeants, la communauté internationale et plus particulièrement nos armées doivent se tenir compte, avoir des sommets réguliers pour faire l'état, n'est-ce pas, des achats et ventes et surtout de la provenance de ces armes-là. On va poursuivre peut-être avec quelques chiffres, hein, toujours en se basant sur ce rapport. Selon donc l'ONG, qui d'après des données officielles du rapport annuel de l'Union européenne, depuis 2013, les États membres de l'Union européenne ont accordé 506 licences pour des équipements militaires pour un montant de 205 millions d'euros. Au Mali et au Burkina Faso, on voit qu'il y a beaucoup d'argent qui circule autour de cette industrie d'armement. La Slovaquie a également indiqué avoir livré au Mali 1000 armes d'assaut, 2460 fusils et carabines, 550 mitrailleuses, entre autres 680 pistolets et revolvers. La France, par exemple, a livré du côté de Mali 1164 pistolets et revolvers à chargement automatique, des fusils et carabines ainsi que des véhicules blindés et combat. Ce qu'on remarque également, M. Souleymane Hamza, c'est qu'il y a effectivement, on parle en termes de millions de dollars ou alors d'euros, des centaines de millions de dollars d'euros autour de la livraison de ces armes. Mais là, si on se base en tout cas, cela concerne les canaux officiels, c'est-à-dire que d'État à État, ces États-là en fonction bien sûr de la demande de chaque État. Mais on sait également, M. Souleymane, si on se base sur la dernière affaire, le dernier scandale qui s'est déroulé en Centrafrique il y a quelques mois, avec l'arrestation d'un mercenaire français. Il avait été arrêté en possession de plusieurs armes lourdes, justement, des armes de guerre. Alors, on se rend compte que ces armes peuvent directement transiter d'un État et arriver justement dans les États africains sans pour autant passer par les voies normales. Donc, les États européens eux-mêmes peuvent faire circuler les armes en Afrique. Pour commencer, je prendrai le dernier exemple que vous venez de donner, le cas Guignolo par exemple en Centrafrique. Voilà un monsieur qui a servi au Mali, soi-disant, il formait des soldats, mais qui, par un grand miracle, se retrouve en Centrafrique dans le premier cercle, n'est-ce pas, sensible qu'est la résidence du chef de l'État centrafricain avec un matériel de dernière génération. Vous pouvez comprendre tout simplement. Analysons les faits. Guignolo, déjà, est un ancien des services secrets français. Si tel est le cas, il a certainement des ramifications avec les services d'achat, de vente et de livraison d'armes. S'il a pu avoir tout ce pactole-là, faites-vous une idée de ce que cela représente par rapport à qui lui a donné ces armes, comment les a-t-il eues, par quels moyens il les a-t-il eues. Les choses sont aussi simples. Quand vous vous rendez compte aussi que des organisations internationales telles que l'ONU arrivent à avoir dans leur convoi du coltan, des minerais, posez-vous la question, ceux qui transportent ces coltans-là, ils les livrent à quel titre? L'achat de ce type de matériel peut servir à aussi procurer des armes qui vont dans le sens contraire. C'est-à-dire, je vous donne de l'ordre, du diamant, venant de tel sol, de tel minerai, gardé par exemple par telle faction, et en retour, vous nous livrez des armes. Et malheureusement, on retrouve, c'était le cas même en Côte d'Ivoire, où l'ONUCI avait été soupçonné, n'est-ce pas, de livrer des armes aux rebelles. Vous voyez le cas de la Centrafrique, c'est un cas patent sur lequel les dirigeants africains doivent réfléchir. Déjà, pour ce qui est des sociétés de sécurité et de gardiennage en Afrique, qui ont à leur tête des expatriés, c'est quelque chose qui devait être suspendu. Ça devait être suspendu complètement, parce qu'il y a des gens qui viennent avec du matériel que nous ne contrôlons pas du tout, dont on ne sait pas l'origine,
sous couvert parfois même d'un couvert diplomatique, parce qu'ils représentent un État où ils ont été envoyés un État, ils ont été envoyés par un État. Je vous donne le cas, par exemple, du Watergate, n'est-ce pas? Du Blackwater, j'allais dire, excusez-moi le terme, du Blackwater, qui avait pour mission de surveiller les puits pétroliers en Irak, par exemple. Qui leur donnait les armes? D'où détenaient-ils ces armes? C'était des armes exclusivement américaines. Pour ce qui est du Sahel, Amnesty International fait bien d'aller à la recherche, n'est-ce pas, des fabricants. Mais là n'est pas le problème. Il faut plutôt aller à la recherche de comment ils arrivent à se procurer ces armes. Qui donne les moyens pour acheter ces armes? Parce que le problème se trouve à ce niveau. Tant qu'il n'y a pas d'achat, il n'y aura pas de vendeur et il n'y aura pas d'utilisateur non plus. Donc, il faut couper le mal à la racine. Après ce rapport dont je salue la clairvoyance, je serais heureux de savoir que Amnesty International a cherché à savoir qui sont ceux qui sont derrière, n'est-ce pas, cet achat et livraison d'armes. Je vais chuter sur un dernier point en vous disant, vous voyez, le Sahel, c'est un désert, c'est une mer de sable dans laquelle, à des points donnés, je me rappelle quand le Tchad faisait son entrée magistrale sur Kidal, ils ont découvert des pistes d'atterrissage où il y avait des points où on pouvait faire chuter un certain nombre d'avions, pas de grosse portée, mais capables de transporter ce type de matériel dont nous parlons. Et nous savons bien que nos États n'ont pas la capacité, n'est-ce pas, à détecter toute intrusion dans l'espace aérien de nos États. Le matériel n'y étant pas, voilà, on assiste à ce trafic qui malheureusement est livré, dont les armes sont livrées, j'allais dire, aux groupes extrémistes et qui en font la sale besogne de massacrer nos populations. C'est dommageable et il va falloir que les experts en la matière puissent s'asseoir et réfléchir profondément à la manière de couper les Chines, disons, à l'origine, à savoir détecter ceux qui participent à l'achat de ces armes, et puisque l'origine est connue, et de couper les Chines. Peut-être de s'apesantir sur les différents États qui sont ou qui pourraient être impliqués justement dans ces ventes d'armes. Est-ce que M. Souleymane Hamza, cela ne remet pas également en question la porosité de nos frontières, justement, les frontières africaines? On parle peut-être de la région du Sahel, ces pays-là qui sont de plus en plus victimes d'attaques terroristes. Vous le savez, il y a encore quelques jours seulement, le Burkina Faso, le Mali et même le Niger ont été attaqués justement par les djihadistes. Alors qu'est-ce qui explique? Est-ce que ces différents pays mettent assez de moyens pour assurer justement la sécurité dans les frontières? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer le fait que les armes circulent aussi facilement pour arriver entre les mains des terroristes? Je vais vous expliquer que nos frontières, en réalité, elles n'existent pas. Ce sont que elles ne sont frontières que de nom. Vous prenez un pays comme le Bénin qui a près de 600 à 700 km de frontière avec le Grand Nigeria à côté. Il n'y a que des points particuliers, comme par exemple la frontière de Kraké, celle dans le Borgou qui mène sur le Nigeria, et celle de Odé en bas ici, Fanny et d'autres. Je peux vous dire que les frontières, elles ne sont que de nom. On n'arrive pas véritablement à avoir, n'est-ce pas, les moyens de lutter contre, n'est-ce pas, ce trafic-là au niveau de nos frontières, du fait du manque de matériel. Le matériel aujourd'hui, c'est quoi? C'est avoir une capacité de surveillance aussi bien diurne que nocturne, avoir des hommes formés pour, et j'ai donné sur un plateau d'émission, n'est-ce pas, l'exemple des drones. Un drone civil que vous prenez en France, il coûte quoi? Il coûte environ 1 000 euros. Quand vous prenez un drone 1 000 euros, et que vous devez adapter, n'est-ce pas, le matériel de transmission dessus,
ça vous coûterait, disons, au plus fort de son prix, ça vous coûterait peut-être 3 000 euros. Est-ce que nos États sont-ils incapables de trouver 3 000 euros à mettre dans, n'est-ce pas, la surveillance visuelle, n'est-ce pas, de nos frontières? La question reste posée. Maintenant, pour remonter au niveau étatique, au niveau le plus haut, les armées qui sont dans le Sahel, je vais citer plus particulièrement la France et tout le reste, les États-Unis et tout ce qui s'ensuit, n'est-ce pas? Ils viennent aussi pour lutter contre le terrorisme, disent-ils. Mais comment pouvez-vous vous expliquer que dans le cadre du Mali, par exemple, la France monnaie, n'est-ce pas, la cartographie sur, n'est-ce pas, le tracé réel des terroristes? Comment se fait-il qu'on doit aller payer jusqu'à entre 40 ou 50 000 euros pour avoir les cartes? Pendant que la Russie à côté, par exemple, vous fait retracer, n'est-ce pas, et c'est le cas en Syrie, n'est-ce pas, la remontée des rebelles, etc., et décide d'envoyer les soldats ou, je ne sais pas, une unité d'artillerie, ne serait-ce que pour mettre en difficulté, n'est-ce pas, ces soldats. Je vous donnerai le cas encore typique de l'attaque du Tchad, n'est-ce pas? Il y avait une colonne blindée qui venait de la Libye et qui a été repérée par les Français quand ils étaient en bon terme, évidemment, avec le feu maréchal Idriss Déby Itno. Et il ne s'est pas passé 1 heure de temps avant que ce convoi-là soit pulvérisé. Donc, vous voyez, il y a comme un jeu de mesquinerie, n'est-ce pas? Un jeu un jeu de chantage de ces organisations-là, de ces armées extérieures, n'est-ce pas, sur les nôtres qui sont sous-équipés et qui manquent de moyens véritablement à faire face au contrôle et à la surveillance de nos frontières. Nos frontières n'existent que de nom. Elles ne sont pas des réelles frontières. En tout cas, selon vous, peut-être des difficultés à assurer la sécurité des frontières des États africains. Vous avez mentionné un point tout aussi important. Vous avez parlé d'un montant peut-être de 3 000 euros pour assurer une certaine sécurité dans nos frontières. Et justement, vous posez la question de savoir si les États africains sont incapables d'investir une telle somme, peut-être même plus, pour assurer cette sécurité, d'où l'interrogation finalement, est-ce que cela voudrait dire que cela arrange peut-être aussi ces États africains? Est-ce qu'il y a une certaine complicité, on pourrait le dire comme ça, avec les gouvernements africains pour dire que ce terrorisme sert également certains États africains? Exactement. Bien sûr que le terrorisme sert, et à tout échelon d'ailleurs. Je prends le cas du Nigeria, par exemple, Bukola Saraki, qui était le chef des renseignements, avait des moyens conséquents à sa disposition, n'est-ce pas, dans le cadre du renseignement par rapport à la secte islamique Boko Haram. Mais malheureusement, on se rend compte que ce dernier a préféré, n'est-ce pas, s'en mettre plein les poches. Il a malheureusement fini par se faire arrêter. Et vous voyez, des failles de ce genre peuvent mettre, n'est-ce pas, le dispositif qui est au front en difficulté. Je veux rappeler ici à l'attention de ceux qui nous écoutent, il nous a été enseigné dans des écoles que le renseignement est la clé du chef. Le renseignement est la clé du chef. Un chef qui est mal renseigné prend sûrement de mauvaises décisions. Et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, nos soldats, non seulement qui n'ont pas de renseignement adéquat, faute d'avoir une capacité visuelle à, n'est-ce pas, balayer cette étendue de sable que nous appelons le Sahel à la recherche de l'ennemi, mais d'autre part, elles sont aussi mal équipées du fait que en face d'elles, elles ont de vieilles mitraillettes qui datent de Mathusalem, et mieux, l'ennemi qui est en face a du matériel qui date de 2019-2020. Alors on se pose la question, qui offre ce matériel à l'ennemi? Comment l'ont-ils? Je viens de vous le dire précédemment. Ou c'est pas le trafic de diamants, de l'or, de tous nos minerais, dans le sens que cela se fait de manière assez propre.
Je vous ai donné le cas de la République démocratique du Congo, où c'est qu'un blindé des Nations Unies, malheureusement, a fini sa course dans un ravin et on s'est retrouvé avec du coltan à l'intérieur. Alors, on se pose des questions. Et vous voyez, cela, c'est de là, effectivement, qu'est parti, n'est-ce pas, ce sentiment de révolte que d'autres taxes de mouvements anti-français. Quand vous venez permettre aux terroristes d'avoir des moyens que l'armée elle-même n'a pas, même parfois, vous allez sur Internet, vous allez sur YouTube, par exemple, vous retrouvez des conversations entre des factions terroristes et aussi, comment on appelle, des militaires français, par exemple, dans le cadre du Mali. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que non seulement nos États doivent prendre les dispositions de reprendre, n'est-ce pas, les commandes de toute entrée sur le territoire. Je veux citer nos aéroports, nos ports et les frontières dont nous avons précédemment parlé. Si nous ne prenons pas connaissance de ça et que les choses ne sont pas faites par nous-mêmes, comme le désirait le feu maréchal Idriss Déby Itno, ben nous aurions livré notre pays à toutes sortes de trafics. Vous allez, par exemple, et j'en ai connaissance, je vous parle du haut de ma position, j'en ai averti un pays voisin de vérifier, par exemple, le scanner qui se trouvait dans un terminal appartenant à quelqu'un dont le nom est décrié ici sur vos antennes tout le temps. Et il s'avérait que ce terminal-là, disons, le scannage des conteneurs de ce terminal-là était éteint depuis des mois. Vous voyez, donc ça donne, n'est-ce pas, l'opportunité à ces délinquants de faire passer tout ce que nous connaissons comme armes, munitions, vêtements, même parfois même la nourriture et même des produits pour se shooter et ne pas avoir la cervelle en place. Ce sont malheureusement des problématiques auxquelles nos dirigeants n'y pensent pas trop, sont plutôt préoccupés par cette lecture-là de la réélection, n'est-ce pas, de gagner les élections législatives, de profiter des biens de l'État, de s'en mettre plein les poches pendant que nos populations sont malheureusement décimées. À vous, Souleymane Hamza, on va aller du côté du standard. On va accueillir un téléspectateur également qui va faire son analyse sur la question, peut-être aussi poser ces questions s'il en a. Monsieur Lamine, vous nous appelez de Genève. Bonsoir. Je suis d'accord de ce que Souleymane dit, mais Souleymane est un petit peu gentil. Quand il dit nos chefs d'État, ils ont une autre lecture. Non, la plupart de nos chefs d'État, ils sont de mèche. Bref, donc en revenant sur cette thématique, moi je dirais qu'il y a des armes qui circulent, et il y aura toujours des armes qui circuleront dans le Sahel. C'est normal. Dans toutes les zones de conflit, il y a toujours des complices internes et externes par qui passent les armes. Après, ce qui est important, c'est que ces armes ne doivent pas diviser les peuples pour des intérêts sous-marins. C'est comme ça, c'est comme ce que font les Occidentaux actuellement, parce que c'est l'actualité, il faut en parler, et qui est très lié avec le combat panafricain. C'est ce que font actuellement les Occidentaux, comme les Français, il faut le citer, c'est un rapport qui est sorti plus récemment, les Français et les Britanniques, parce qu'ils ont le goût amer concernant le retrait des Américains en Afghanistan. Donc, ils cherchent maintenant à nourrir, à venir réarmer une petite poche résistante, une petite poche de résistants contre les talibans, c'est-à-dire le Panchir plutôt. Donc, vous voyez, et là, ça ne marchera pas. Et vous savez pourquoi ça ne marchera pas? Je voudrais justement rebondir sur la réflexion d'Alain Jules Meunier face à l'actualité de mardi soir, il me semble mardi soir dernier. Et vous allez voir, il y a un rapport avec notre sujet. Effectivement, je ne suis pas tombé de l'armoire en entendant M. Alain Jules Meunier minimiser la victoire afghane sur les Américains. Cela est typiquement le comportement des Africains, c'est-à-dire de ne pas donner quelconque vérité ou mérite à une combativité victorieuse et différente de la leur, c'est-à-dire une combativité qui ne regarde pas le modèle occidental. C'est un déni absolu pour l'Africain de regarder vers soi-même pour se libérer. Or, l'idée d'une victoire afghane sur les Américains gêne ainsi certains Africains comme Alain Jules Meunier, parce qu'en valorisant le modèle libérateur et combatif afghan, cela leur renvoyerait
vers leurs propres modèles ancestraux africains. Une vision que les Africains, comme Alain Jules Meunier, trouvent hideuse et moyenâgeuse. Donc, il nous a montré, face à l'actualité, il nous a démontré que les Africains sont décidés de suivre ad vitam aeternam le modèle occidental. C'est clair. Selon lui, les talibans n'ont rien de méritant dans cette débâcle américaine et en plus, ils ne représentent pas la majorité des Afghans. Typiquement, les rituels géopolitiques utilisés par les Occidentaux pour diviser les peuples qui se soulèvent contre eux. Malgré et bon gré la défaite cuisante et finalement le retrait de l'armée américaine en Afghanistan, selon Alain Jules Meunier, les Américains ont simplement fini leur mission. Et à contrario, les talibans qui portaient des ceintures explosives à l'époque et qui se faisaient exploser pour causer des dégâts mortels et conséquents chez l'occupant américain, c'était naturellement pas impactant pour l'état-major américain. Aussi, quand les talibans se faisaient bombarder par la puissante bombe américaine appelée la mer des bombes, à l'époque, que les talibans, malgré les pertes dans leur rang, continuaient à garder le moral, ce n'était pas crucial dans leur victoire finale aujourd'hui. En fait, un monsieur comme Alain Jules Meunier dégage une attitude complexée et refuse de se reconnaître dans cette victoire libératrice des talibans comme un outil pouvant servir aussi les Africains. C'est là que je veux en venir, à se libérer en puisant dans leurs identités ancestrales. Il continue à croire que lui, en tant qu'Africain, comme beaucoup d'Africains, c'est hideux de puiser dans ses propres identités ancestrales et idéologiques, comme les talibans viennent de le faire vis-à-vis de leur propre héritage, et en conséquence, les Africains, comme Alain Jules Meunier, pensent tout miraculeusement, ils peuvent se libérer un jour en adoptant les identités idéologiques occidentales. D'ailleurs, il en témoigne en parlant des femmes et des filles chez les talibans qui portent le burqa ou l'interdiction aux filles d'aller à l'école. Si cette philosophie leur a été transmise par leurs aînés, pourquoi vouloir la rejeter pour se donner à la philosophie civilisationnelle occidentale? Donc, selon lui, il faut penser et idéaliser comme les Occidentaux. C'est bien, il faut continuer comme ça, chers Africains, qui s'y reconnaissent. Comme il le dit si bien, cher Alain Jules Meunier, peut-être un jour la France finira sa mission en Afrique francophone et quittera ainsi l'Afrique comme les Américains viennent de le faire en Afghanistan selon son analyse. Donc là, aujourd'hui, ce que je fais, ce parallèle-là, c'est très important. C'est-à-dire que si nous ne puisons pas dans nos propres valeurs identitaires, les Européens, les Occidentaux, ils ont tout compris. Parce qu'ils savent que les Africains ne leur poussent pas vers la ligne rouge. D'ailleurs, on l'a vu au Sénégal là, récemment. Quand les Sénégalais sont mis à sacrifier leur vie, à attaquer les intérêts des Français, qu'est-ce qui s'est passé? Macron a pris son téléphone, a appelé son gérant local, c'est-à-dire Macky Sall, à libérer l'opposant politique. Parce que les Occidentaux, ils ne peuvent pas venir massacrer 20 000, 100 000, 200 000 Africains dans une bataille que les Africains n'ont pas en fait lancée à leur égard. Ça n'a pas de sens. Et c'est ce que les Afghans, ils ont fait. Donc, ils ont préféré sacrifier leur vie, porter des ceintures explosives. Et ça, les Américains le savaient. À long terme, ils ne pouvaient pas rester. Ils ne pouvaient pas faire un génocide en Afghanistan parce qu'ils se portent le référentiel dans ce monde. C'est ce que j'appelle les pousser à franchir la ligne rouge. Donc, à partir de là, moi, je vois les choses comme ça. Il faut qu'on aille vers les fondamentaux pour pouvoir, en fait, arrêter ce passage au tabac à ciel ouvert que les Africains subissent aujourd'hui. Voilà, je m'arrête là. Vive Afrique Média, à bientôt. Merci à vous, Monsieur Lamine. Merci beaucoup. Très bonne soirée. On va rester au standard. On prend un autre téléspectateur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Manuela. Je salue comme ça là votre invité sur Skype. Et je salue comme ça dans le monde entier. Oui. Et alors, dans Manuela Piqué, nous n'allons pas nous attarder sur le rapport attendu à Amnesty International contre les armements sont en train de retrouver en plein Sahel. Comme ils savent que ces armements-là, on va s'installer contre eux, on va s'en rendre compte que ces armes sont plus venues de la France, des États-Unis, plus du bloc de l'Est. Mais vous voyez, ils sont en train de faire un rapport en train d'indexer la Serbie, la Slovaquie, la République tchèque, parce qu'ils savent que ce sont des pays qui sont liés à la Russie. Et ils veulent incriminer de manière indirecte la Russie. Puisque la Russie est en train d'aider les Africains, voire plus précisément la République centrafricaine. Ils veulent amener les autres États ou bien l'ONU à regarder, à comprendre que c'est plutôt la Russie qui est en train de faire circuler toutes ces armes de manière frauduleuse
dans le Sahel. Alors nous devons aussi donc comprendre que tant que les bases militaires françaises se trouvent en Afrique avec les Américains, nous n'allons jamais être tranquilles. Je mets quiconque à défi que les bases militaires là quittent. Je vous donne autre quelques mois et les Africains vont régler ce problème de djihadisme avec des rebelles là. Ce ne sont pas ceux-là qui peuvent nous dépasser, mais c'est au contraire le jeu qui est en train de faire les bases militaires installées soit au Mali, installées soit au Tchad, au Gabon, qui est en train de servir ces rebelles-là, qui font tout pour céder la zizanie entre les Africains et créer ces rébellions-là. Il faut regarder cette histoire de base militaire. Que ça sont eux qui sont plutôt le problème des Africains. Il faut dégager ces bases militaires-là. Tant que nous ne pouvons pas dégager ces bases militaires-là, nous ne serons jamais donc tranquilles. C'est ça qui est vraiment l'enjeu, que nous devrons même nous appuyer pour pouvoir les demander de partir. C'est pour ça que je profite pour vraiment saluer le peuple malien. Je ne vais jamais cesser de saluer le peuple malien parce que ce sont eux, ils ont montré l'exemple qu'il fallait marcher pour demander à nos États de faire partie ces Français-là. Je me souviens, avait dit Amina Fofana, notre dame de fer, qui intervient souvent, qui avait dit la France ne peut pas partir, on chasse la France. Tant que nous ne devons pas la chasser, elle va rester. Elle a d'abord commencé par dire qu'elle va transformer la force Barkhane en Takuba, mais jusque-là, elles sont toujours là. Nous devons comprendre que c'est le problème des bases militaires. Si nous ne résolvons pas ce problème des bases militaires-là, nous aurons toujours les djihadistes à nos trousses. Alors il est temps que les panafricains et le peuple africain, le peuple même surtout, doivent se lever et demander à ces Français-là de libérer et aux Américains de libérer. Ils ne peuvent pas partir si nous ne nous levons pas. On va passer tout le temps, midi à 14h, à pleurnicher, mais ils seront là. Les peuples doivent prendre leurs responsabilités entre leurs mains pour chasser ces bases militaires-là. Alors, ils ont installé les endocolons qui sont placés, à la tête de nos pays partenaires là en Afrique, qui sont en train de les servir au lieu de servir le peuple africain. Il est temps que le peuple africain puisse comprendre qu'il doit prendre sa responsabilité en main pour libérer le continent africain. Manuela Tike, je dis merci à Afrique Média. Merci pour ce qu'Afrique Média fait pour nous, le monde, c'est nous. C'est nous qui vous remercions, cher monsieur. Merci pour cette analyse, merci pour cette participation. Peut-être avant de voir si on pourra rentrer au standard, j'aimerais rebondir justement sur les interventions avec vous, monsieur Hamza, les deux interventions de nos téléspectateurs et surtout parlant de ce rapport justement d'Amnesty International. Lorsqu'on écoute nos intervenants, on a l'impression qu'il y a justement un agenda caché derrière ce rapport d'Amnesty International. Comme on le citait, en tout cas, on l'affirmait plus haut. Il faut dire que ces pays d'Afrique, du moins d'Europe de l'Est, on n'a pas souvent l'habitude d'entendre parler de ces pays lorsqu'il s'agit justement de terrorisme. Alors, ce qui fait que c'est un peu nouveau pour les Africains en ce qui concerne ces différents rapports en termes de vente ou alors de circulation d'armes en Afrique. Et ce qu'il faut également justement dire, c'est que on le sait, on vit quand même une guerre géopolitique. On sait que la France et la Russie s'affrontent justement du côté de l'Afrique et de plus en plus les pays africains ont décidé de se tourner vers le partenaire russe. Alors est-ce que, sachant que dans la guerre on peut utiliser plusieurs voies, dans la voie médiatique et entre autres celle de la société civile, au plus ou moins international comme ces ONG, est-ce qu'il est possible que justement ces différents rapports puissent avoir justement un agenda caché? L'intérêt est peut-être ailleurs. Ben, écoutez, vous posez là une problématique à double facette. Je l'analyse de mon point de vue, bien sûr, de cette manière-ci. Vous voyez, l'entrée géomilitaire, n'est-ce pas, des interventions russes sur le continent africain ne plaît pas beaucoup à l'Occident. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans une guerre asymétrique où c'est la loi du plus fort qui semble la gagnante. Et si nous prenons le cas de la Centrafrique,
le Centrafrique, j'allais dire. Le Centrafrique, par exemple, est un pays qu'on a mis sous embargo des armes, par exemple. Si la Russie n'était pas intervenue pour donner les moyens qu'il fallait à l'armée centrafricaine de se battre, je vous parie qu'à l'heure où nous parlons, la Centrafrique serait retournée aux mains de ceux que vous connaissez. Malheureusement, la Centrafrique, ces Occidentaux-là tombent sur une puissance comme la Russie, qui non seulement prend sur elle de livrer un certain nombre d'armes, des armes légères, qui puissent permettre un combat, n'est-ce pas, rapproché, qui permet aujourd'hui à l'armée centrafricaine de bouter, n'est-ce pas, ces terroristes-là, moi je les appelle comme ça, ce ne sont pas des rebelles, hors du territoire centrafricain et de permettre une certaine quiétude intérieure. Ça, c'est la facette positive, n'est-ce pas, de ce que j'appelle cette guerre asymétrique. Mais n'oubliez pas aussi que les armes qui sont utilisées, pour la plupart, sur les fronts que nous voyons, les théâtres d'opération, sont souvent beaucoup plus des rames de ces républiques-là. Et cela est dû, et moi je le comprends de cette manière, à la dislocation à l'époque des républiques soviétiques. Vous voyez, une fois que, c'est le même scénario d'ailleurs en Libye, une fois que l'État a été déstabilisé quelque part, ceux qui en sont les spécialistes en vente d'armes, de munitions, de guerre et autres, profitent pour s'immiscer et faire leur business. D'où la prolifération de ces armes-là dans nos États. Le troisième facteur que je n'ai pas voulu évoquer peut être le facteur dans le sens contraire du terme, à savoir que les Occidentaux, à travers un certain nombre de relais ou de personnes bien recommandées, peuvent aussi acheter ces armes-là et les faire livrer aux rebelles et venir demain accuser la Russie, n'est-ce pas, d'envoyer des armes partout dans le Sahel. On a toujours vu que ces Occidentaux-là n'ont jamais gagné une guerre. La preuve, ils sont dans le Sahel depuis 8 ans, 9 ans. Il n'y a aucun résultat, sachant que la problématique même du terrorisme est une nébuleuse à plusieurs têtes. Vous en découpez une, demain il y en a une autre qui saute. On en tue un à Boubacar Chekao, il y en a un autre qui naît demain. On en tue un Belmokhtar, il y en a un autre qui ressort par l'autre issue du bout. Donc vous voyez, c'est malheureusement ce à quoi nous assistons. Et de peur d'être accusés de livrer des armes, ce que nous connaissons, que certains appellent ici sur vos antennes des barbouzes, se servent, n'est-ce pas, de ces armes-là qui ont été fabriquées dans ces anciennes républiques de l'Union, de l'URSS à l'époque, pour venir alimenter le désordre du Sahel. Alors, de vous à moi, si demain il y a une enquête qui se levait et qu'on devait savoir d'où viennent ces armes, souffrait quand même qu'on dise ça, c'est une Kalachnikov, elle est d'origine russe. Donc on accuserait injustement, n'est-ce pas, le président Vladimir Poutine dans les interventions qu'il fait à aider les États africains à retrouver une certaine quiétude, une certaine sérénité. Et justement, il y a toujours cette petite question lorsqu'on parle d'origine des armes, entre autres, lorsqu'on dit peut-être les armes saisies ils sont d'origine, on va dire quoi, française ou russe. Est-ce à dire forcément que parce qu'elles sont d'origine française, que ce sont ces États-là qui alimentent les groupes terroristes? Pas du tout, à mon avis, non. Parce que du haut de ma position, je peux vous dire en tant qu'ancien formé au sein des forces spéciales que j'ai eu à utiliser par exemple moi des Kalachnikov qui ont été fabriqués sous licence libyenne, par exemple. Je suis un peu produit de la Mataba, qui est le centre de résistance contre le sionisme, la réaction et le fascisme. J'ai vu passer sous mes yeux plusieurs types d'armements fabriqués sous licence. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire, je vous donne un cas banal, que tout le monde peut comprendre. Est-ce que toutes les voitures Peugeot ou Renault sont-elles fabriquées en France? Il y en a qui sont fabriquées au Maroc, il y en a qui sont fabriquées, même, j'ai même vu, pour citer une autre, pour ne pas faire la publicité, Volkswagen, installer une usine d'assemblage, n'est-ce pas, au Rwanda. Donc, un État peut demander, n'est-ce pas, la possibilité
à l'État qui en a, n'est-ce pas, comment je dirais-je, le certificat ou le brevet, n'est-ce pas, l'installation d'une usine d'assemblage d'armement. Et si c'est le cas, souffrez que les armes qui partent de ce point-là, comme je vous ai dit à l'entame de cette émission, puissent passer par une direction qu'on appelle la DAMO, la direction armement, munitions et optiques, qui retrace toutes les armes fabriquées à l'origine, qui sont fabriquées sous licence et qui vont dans toutes les directions que nous connaissons. Moi, je sais que, par exemple, quand vous prenez les études, quand vous faites des études balistiques, par exemple, une balle qui a sifflé, qui est rentrée dans un corps X ou Y, une fois extraite, elle a une mention. La balle porte une mention. Et à partir de cette mention-là, la direction armement, munitions et optiques peut vous dire telle balle vient de telle n'est-ce pas, usine de fabrication, elle a été fabriquée telle année, et voilà les raisons pour lesquelles elle a été fabriquée. Et à partir de là, on peut remonter la filière. Et justement, pour venir à votre question, c'est ce que je demanderais à Amnesty International de faire. Il ne faudrait pas seulement s'arrêter en disant les armes elles viennent de la Serbie ou de la France, etc. Il faut aller au plus profond et aller savoir quelle est l'usine qui a fabriqué ces armes, reconnaître ceux qui étaient là en place et ceux qui ont organisé ce trafic. Ça va se savoir, ça doit se savoir, puisque la traçabilité de ce matériel-là, ce n'est pas les tomates et les arbres, c'est du matériel qui est bien traçable. Donc la traçabilité devait pouvoir se faire et les coupables devaient pouvoir être dénichés et mis à la face du monde. Mais je peux vous parler aussi du terrorisme étatique, celui-là qui est utilisé par la France de nos jours. C'est-à-dire qu'on actionne les pions qui achètent les armes, qui les livrent. Je viens de vous parler des pistes d'atterrissage qu'on a découvertes dans le désert, qui sont livrées à des fractions rivales et qui s'entretuent entre elles. Et malheureusement, on vient nous dire demain, on viendra nous dire demain, voilà, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Occident, c'est plutôt la Russie, c'est la Russie qui arme, c'est pas nous. Et on a vu, je vais vous donner encore un exemple patent, sur la guerre de la Syrie. Prenez la livraison par le régime Sarkozy des armes au front al-Nusra. Vous voyez, voilà des méthodes de barbouze qui ne permettent pas à des États d'avoir la quiétude. Une fois balancées ces armes-là, la France ne reviendra pas, n'est-ce pas, à faire un nettoyage. Je vous donne le cas d'un pays tout près ici, la Côte d'Ivoire. On a parlé du désarmement, du désengagement, ça n'a jamais eu lieu. Une fois qu'il y a prolifération de toutes ces armes-là dans un désert, ce n'est pas en ville, je vous précise, donc où les retrouver, qui les a amenés, qui les a vendus. Amnesty International devait plutôt pousser loin son enquête et ils seront surpris de savoir que derrière, il se cache des services secrets qui alimentent ce genre de réseau. Monsieur Souleymane Hamza, justement, lorsqu'on pose la question de l'armement sécuritaire en Afrique, beaucoup évoquent l'implication, du moins beaucoup appellent les États africains à s'impliquer dans l'industrie d'armement, justement. Est-ce que vous qui êtes justement expert en questions sécuritaires, est-ce que si l'Afrique s'investit dans l'industrie de l'armement, cela garantirait le contrôle sur la circulation des armes sur le continent? En partie, oui. En partie, oui, parce que d'abord, l'industrialisation, n'est-ce pas, de l'armement en Afrique donnerait sûrement, n'est-ce pas, un contrôle, n'est-ce pas, par rapport à la production déjà. Parce qu'on saura quelle est la quantité d'armement qui a été, n'est-ce pas, construite, qu'est-ce qui a été mis à disposition des forces, qu'est-ce qui reste dans nos poudrières, etc., etc. Mais maintenant, quand vous ne contrôlez pas, vous n'avez pas la possibilité de contrôler ou d'avoir, n'est-ce pas, ce genre d'usine de fabrication de munitions ou d'armement, vous êtes livré, n'est-ce pas,
où vous êtes obligé d'aller vers ces nations-là qui en produisent. Je prends un cas malheureux. Prenez le cas du général Bouhari qui venait au pouvoir il y a environ 6-7 ans, qui demandait aux États-Unis de l'aider dans le cadre de la lutte contre Boko Haram en lui permettant de fabriquer des armes légères sur place, l'industrialisation. Ça a été un niet. Il est même allé un peu plus bas en demandant, bon, si vous ne pouvez pas venir construire chez moi, mais livrez-moi, permettez-moi d'acheter de l'armement américain pour lutter contre cette faction-là. On lui a cité les droits de l'homme, on lui a cité tout ce qu'on connaît, tout ce qui nous permet de dormir et de ne jamais nous réveiller. Malheureusement, le Nigeria est resté en proie à la secte islamique Boko Haram à ce jour et frappe davantage, n'est-ce pas? Les sept terroristes frappent davantage. Maintenant, le mode opératoire est en train de changer un peu si vous observez. Nous passons d'un terrorisme d'État à un terrorisme, n'est-ce pas, citadin, où c'est que les élèves, maintenant, même dans les classes, sont enlevés, ils sont portés disparus, alors que la sécurité, je veux parler de la direction de la sécurité intérieure de cet État-là, devait veiller, n'est-ce pas, au minimum social commun, à savoir donner une certaine quiétude sur nos voies, donner une certaine quiétude sur les hôpitaux, les casernes, les institutions de l'État, les ministères, etc., etc. Ce n'est pas le cas. Je vous ai dit, nos chefs d'État, ils pensent qu'à leur poche, ils pensent qu'à être élus. Je ne les cite pas tous, hein, ils ne sont pas tous comme ça. Le cas du Centrafricain est un exemple patent, n'est-ce pas, où c'est que lui, il se défend, n'est-ce pas, pour remettre son pays sur pied. Mais il y en a là qui sont là, franchement, c'est la pluie et le beau temps, ils pensent qu'à eux, à leur famille, et pendant que le peuple se fait massacrer. Et il faut dire, Monsieur Souleymane Hamza, justement, que la présence également des forces étrangères interroge, hein, malgré, on a parlé tout à l'heure de la force Barkhane qui aujourd'hui, hein, selon le président Macron, va s'appeler Takuba, voilà, force Takuba, on va le dire comme ça. Malgré cela, quand même, il y a toujours ces attaques terroristes, l'on s'interroge, nous sommes obligés de nous interroger sur l'intérêt de cette présence dans la région et surtout avec les dernières actualités. Entre autres, par exemple, on sait que le Tchad, qui se positionne depuis comme le leader de la lutte contre le terrorisme dans la zone, a décidé de réduire ses soldats dans la zone des 3 frontières. On reviendra pour analyser ces points également essentiels, le temps d'aller au standard et prendre notre téléspectateur. Allô, bonsoir. Bonsoir, Manuel Attiqué. Bonsoir, monsieur Abou. C'est la même chose. Bonsoir, Maman Africa. Je salue votre invité de marque et tous les techniciens, le PDG que j'adore et tous les appelants qui sont sur la plateforme Telegram d'Afrique Média. En ce qui concerne la problématique de ce soir, mes solutions pragmatiques pour sortir de cette crise-là, c'est dans le court terme, faire une coopération totale avec la Russie afin de quitter sur le joug de la France. C'est-à-dire que le pays francophone, à court terme, puisse combattre toutes les bases militaires françaises. Il faut qu'elle fasse la rupture avec la France, de la coopération avec la France et coopère avec la Russie. Ça, c'est la solution de court terme. Parce que sans souveraineté, on ne pourra pas établir notre industrie. Donc, par l'occurrence, notre industrie d'armement. Parce que tout ce qui arrive actuellement à l'Afrique francophone, c'est parce que, par le manque de souveraineté, nous n'avons pas ce qu'on appelle la décision politique. Nous n'avons pas ça. Parce que la France juge, la France, c'est elle qui prend toutes les directives, c'est elle qui arme les terroristes pour justifier sa présence. Donc, pour les chasser dans un court terme, c'est une coopération totale avec la Russie. Et une fois que cela sera fait, quand l'Afrique francophone aurait recouvré ses frontières, alors elle peut maintenant établir ce qu'on appelle son industrialisation
Donc maintenant, établir aussi à long terme l'industrialisation des armes. Et c'est comme ça que nos armées seront fortes. Mais dans un court terme, nous devons, puisque nous avons des ressources, et c'est ces ressources-là que la France, jusqu'à présent, coopérise gratuitement. Et pour contrer la Russie, la France s'associe aux pays européens qui sont dans l'OTAN et qui viennent comme un cartel favorisé sous le couvert de la France. Puisque la France est celle-là qui se dit que c'est son précaré, et comme elle sait qu'elle n'a pas les moyens d'exploiter, elle fait de la sous-traitance maintenant avec les autres pays européens. Donc, nous aussi, intelligemment, on doit faire chercher nos intérêts avec la Russie en court terme pour chasser la France, pour que toutes les bases militaires européennes, françaises, quittent d'abord l'Afrique. Et c'est maintenant, on va s'asseoir pour penser à notre industrialisation. Et de ce coup, l'industrialisation de l'armement va prendre. Sinon, sur place là, on n'est pas souverain. Tout ce qu'on fera, ça sera voué à l'échec parce que la France, à ses bases militaires, on l'a vu, ils ont assassiné Idriss Déby, ils ont mis Laurent Gbagbo en prison. Tout ce qui s'élève, tant que les bases militaires seront là, les terroristes seront armés et les présidents qui vont se poser seront déchus systématiquement. Donc il faut la souveraineté d'abord avant l'industrialisation. Je vous remercie, c'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye pour nous. Bye. Nous vous remercions, M. Abou. Merci d'être passé par ici et merci beaucoup pour cette analyse. On revient avec vous, M. Suleiman Hamza. Avant peut-être de s'interroger sur le point soulevé par M. Abou, un point également très important puisqu'on le sait, les Africains, du moins les États africains sont appelés à coopérer, peut-être à changer de partenaire pour beaucoup, pour bon nombre d'analystes, peut-être coopérer avec d'autres partenaires tels que la Russie pourrait arranger la situation, du moins leur permettre de combattre un certain nombre de fléaux. Mais avant, intéressons-nous justement à la présence de ces forces étrangères, entre autres la force, on va dire, Takuba du côté du Sahel, c'est-à-dire la force française. Malgré sa présence, on enregistre tout de même toujours plusieurs attaques djihadistes dans la zone, plusieurs morts, la population comme les soldats et plusieurs déplacés. À côté de cela, la dernière actualité avec le retrait d'une partie des soldats tchadiens, ce qui inquiète, on va le dire comme ça, l'opinion africaine, puisque le Tchad a toujours été considéré comme le pilier de la lutte contre le terrorisme. Alors, comment est-ce que vous expliquez déjà que malgré le fait qu'il y ait cette présence étrangère, il y ait toujours ces attaques terroristes dans la zone et avec le retrait des troupes tchadiennes, qu'est-ce que vous pouvez, à quoi devrait-on s'attendre pour les prochains jours? À la réaction du feu maréchal Idriss Déby Itno qui demandait à ce que, n'est-ce pas, le G5 Sahel soit commandé, administré et dirigé par des Africains, ce qui n'est pas du goût de la France. Si vous vous souvenez, dès le coup d'État au Mali, il y a eu des officiels qui sont montés au créneau, n'est-ce pas, pour décrier le fait que la France ne leur permettait pas, n'est-ce pas, de disposer eux-mêmes de leur méthode d'attaque. Ça vous dit quoi? Ils ciblaient des zones qui étaient défavorables, n'est-ce pas, à l'avancée des forces gouvernementales, n'est-ce pas, et profitaient de cette occasion-là pour demander aux rebelles, n'est-ce pas, d'aller dans l'autre sens. Il y a beaucoup de conversations, n'est-ce pas, sur le net qui circulent dans ce genre. Pour revenir maintenant à votre question, Barkhane, pour moi, ça n'existe plus. Depuis, l'aveu d'échec du président Macron, sous couvert de vouloir faire rapidement une autre force en quittant le Mali, le pouvoir Barkhane, ça n'existe plus. Barkhane est une force qui a lamentablement échoué face à la reconquête du territoire tchadien, du territoire malien, pardon. Et je veux noter ceci de particulier.
posons-nous la question de savoir pourquoi les Français empêchaient l'armée malienne de rentrer à Kidal. Vous comprendrez par là aussi que de l'autre côté de Kidal, il y avait des possibilités d'atterrissage d'avions porteurs d'armement dont nous parlons. Donc, qui armait, qui équipait ceux-là qui se trouvent au nord aujourd'hui du Mali. La recrudescence de ces attaques aujourd'hui vers la zone des trois frontières, mais elle est subséquente, n'est-ce pas, aux propositions non acceptées du feu maréchal de Bitno, qui malheureusement ont conduit à son assassinat. Je pense que les autorités tchadiennes qui sont en place aujourd'hui ont bien réfléchi. Celui qui prend la décision aujourd'hui de retirer du front les 600 soldats maliens, je vous le fais rappeler ici, c'était le chef de l'unité antiterroriste et le patron même de la force de lutte contre le djihadisme. C'est lui qui a coupé l'échine, n'est-ce pas, à ces délinquants-là dans la drape des Ifogas. Je veux nommer le général Mahmoud Déby Itno, qui est aujourd'hui à la tête du Tchad. Donc le retrait de ces hommes me laisse croire que la France continue, n'est-ce pas, avec son allié du Niger, à vouloir s'imposer, n'est-ce pas, sa vision de lutte contre le terrorisme. C'est un disque qui est totalement rayé, n'est-ce pas, les armées africaines ont compris. Malheureusement, elles n'ont pas vite compris. Quand Afrique Média criait « attention », prenez des dispositions pour que le pire n'arrive pas. Les gens pensaient plutôt aux élections, ils pensaient à ce RLI. Et aujourd'hui, on remarque que la recrudescence est partie de plus belle. La nature a horreur du vide, dit-on. Si pendant que la force Barkhane est en train de se transformer en force Takuba, cela mettra, n'est-ce pas, quelques mois pour remettre tout le dispositif de combat, n'est-ce pas, en disponibilité opérationnelle. Mais le terreau nouveau fertile pour les terroristes pour venir tuer, massacrer nos populations comme c'est vu au Niger, au Burkina et au Mali. Malheureusement, il faut une synergie d'action, un consensus au niveau du renseignement de ces trois pays-là et aller aussi dans l'idée de ce que le président du Ghana était allé voir celui du Burkina pour lui apporter son aide. Par conséquent, j'appelle à une solidarité militaire sous-régionale qui puisse permettre, n'est-ce pas, de regrouper un certain nombre de forces, d'avoir en provision avec des partenaires extérieurs comme la Russie le matériel adéquat pour lutter contre ces groupes terroristes-là, sachant que ce sont des groupes qui ont des drones, qui ont même des tanks, ils ont des chars, ils sont puissamment armés et il faut un fer complètement rouge, un marteau dont n'est-ce pas, la force de frappe doit répondre à la rougeur du fer. Donc il va falloir que nos armées non seulement se revoient, n'est-ce pas, dans le sens de ce qu'a prédit, ce qu'avait tracé le maréchal Déby Itno du Tchad, cette ligne-là, cette feuille de route-là, qu'elle se les mette en tête, qu'elle se les approprie et que ça passe, n'est-ce pas, dans sa phase active. Je salue ici du haut de ma position le retrait des 600 soldats tchadiens parce que cela aussi réveillera certaines là, de nos armées là, qui sont couchées, qui ne pensent qui ne voient que les interventions extérieures pour venir régler les problèmes endogènes. Je pense que pour le BABA de la sécurité, si vous confiez votre maison à un gardien et que c'est lui qui est chargé de votre sécurité pendant que vous dormiez, souffrez qu'il vous ramène voleurs, armes et munitions chez vous à la maison. Et justement, parlons de la Russie, ce partenaire qui est de plus en plus cité. Vous avez pris l'exemple de la Centrafrique. On voit très bien que du côté de la Centrafrique, malgré l'embargo sur les armes imposé à la RCA, la Russie parvient tout de même à contourner cette disposition des Nations Unies et bien sûr à livrer, du moins, à équiper cette armée, l'armée régulière centrafricaine, à former également les militaires de ce côté-là et on voit le résultat. Donc, c'est ce qui explique certainement l'appel des Africains justement à
qui demandent à leur gouvernement de se tourner vers ses partenaires tels que la Russie. Alors, Monsieur Souleymane Hamza, est-ce que se tourner vers la Russie est la solution idoine, peut-être la seule? Finalement, est-ce que l'Afrique ne peut pas se prendre en charge elle-même? L'Afrique pourrait se prendre en charge si nous prenons par exemple la feuille de route tracée par le général, par le maréchal de Itno, qui a donné l'exemple que les pays africains peuvent combattre le terrorisme. Il en a été l'exemple. Il y a donné sa vie. Il était au fond à Bouna pour lutter contre la secte Boko Haram, qu'il a battu en brèche jusqu'à l'intérieur du Nigeria. Donc c'est faisable. Nos armées sont capables de lutter contre le terrorisme. Mais comme l'a dit mon frère Abou d'Angleterre, mais il faut nettoyer la vermine. La vermine, c'est quoi? Ce sont ces bases-là qui prolifèrent, n'est-ce pas? Qui, quand on dit une base, c'est une portion de terre dans laquelle se retrouvent des soldats avec tout type d'armement. Si l'armement est un supplément et peut être adressé aux factions rivales dans la nuit, et qui sait que nos armées n'ont pas de drones pour contrôler les mouvements désertiques la nuit, alors c'est vrai que ces armées-là, qui s'érigent en unité de lutte contre le terrorisme, viennent en pourvoyeur, n'est-ce pas, en armement, en munitions, même en moyens logistiques, finances de ces rebelles-là. Donc, pour moi, il va falloir que non seulement la solution soit endogène, mais qu'elle soit appuyée par un partenaire qui a fait ses preuves. La Russie, on a vu ce qui s'est passé en Syrie. Si aujourd'hui le président syrien est encore en place, eh bien, écoutez, il peut tirer chapeau à la Russie. Si le président centrafricain est aujourd'hui en place, il peut aussi tirer chapeau à la Russie. C'est vous dire quoi? C'est vous dire qu'à un moment donné, la décision politique, elle doit être forte. Nos États, il faut qu'on ait à la tête de nos États des patriotes, des gens qui sont des citoyens, qui sont véritablement des nationalistes, des panafricains, qui décident de dire non, qui aient la capacité de dire non face à cette n'est-ce pas, méthode irresponsable, n'est-ce pas, qu'on nous propose la France de lutte contre le terrorisme. La France n'a jamais gagné une guerre. Elle n'a jamais gagné une guerre. Et pour prendre le cas du deuxième co-débatteur, vous voyez ce qui se passe en Afghanistan. Je pense que c'est ce qui finira par arriver en Afrique, où c'est que les Africains eux-mêmes un jour en auront marre et ils prendront les taureaux par les cornes. Et vous qui connaissez le milieu quand même de l'armement, on a parlé tout à l'heure des bases militaires. Les Africains veulent que ces bases militaires étrangères sur le sol africain disparaissent, du moins qu'il n'y ait plus de ces bases militaires sur le territoire africain. Alors, est-ce que ces bases-là sont des sources de circulation d'armes également? Si oui, comment? Je vous donne un exemple. Allons au BABA de la sécurité. Vous installez une base. Qu'est-ce que vous y mettez? Du matériel roulant, du matériel de protection, des drones, tout ce qui est des caméras visuelles, tout ce qu'il en faut, et vous ramenez du matériel de combat, parmi lesquels il peut y avoir des tanks, il peut y avoir du matériel lourd, semi-lourd, etc., etc. Mais si vous êtes là et que vos intentions ne sont pas propres, vos intentions ne sont pas saines, et celle-là de lutter contre le terrorisme, si vous venez dans le but d'extrapoler, n'est-ce pas, de soustraire ces ressources, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez des moyens à des délinquants qui peuvent vous aider dans cette action-là. Et vous voyez, malheureusement, ce sont nos propres frères qui sont, n'est-ce pas, qui sont alimentés en armes, en moyens financiers, en moyens matériels, par des sources que nos États ignorent. Puisque ces bases-là ont une provenance de matériel. Si le matériel qui devait, je vous donne le cas, vous vous souvenez de cette affaire, cette histoire qu'il y a eu sur la présidence du Faso, où c'est qu'on a vu des cargaisons d'armes extempliées, République du Burkina Faso, et qui n'étaient pas dans les commandes d'achat d'armes, n'est-ce pas,
de la présidence de la République du Burkina Faso. Donc, ces armes-là étaient destinées à qui? Qui les a commandées? Comment elles ont pu arriver au Burkina? Et qui devait les mettre à disposition de qui? Si ce n'est pas l'armée, ça devait être des rebelles. Alors, interrogeons-nous sur le fait de la provenance de ces armes, encore une fois de plus, et surtout de la possibilité pour ces armées-là, soi-disant, ces bases militaires-là, avec en leur sein un effectif bien défini, de propager ces armes-là qu'elles ont en supplément ou d'être téléguidées ou télécommandées par l'Occident pour ne serait-ce que frapper dans telle ou telle zone. Donc avoir la capacité opérationnelle militaire, financière et surtout en armes de déstabiliser le régime en place. C'est pour cela que la proposition du maréchal de se voir entre Africains, de déterminer quelles sont les voies et moyens au niveau renseignement, logistique, matériel, roulant, les armes, etc. Et éventuellement d'un partenaire qui viendra peut-être, si nous le voulons bien, faire une couverture aérienne. Cette feuille de route-là doit être prise en compte par nos chefs d'État. Et que désormais, les chefs d'État qui viennent au pouvoir, la main sur la Bible ou le Coran ou je ne sais pas quelle autre forme divine de prestation de serment, puissent dire à leur peuple qu'effectivement, ils sont là pour lutter contre le terrorisme et non pour participer au business. Cette histoire-là, c'est une nébuleuse qu'on ne comprendrait jamais parce qu'il n'y a pas de preuves palpables. Il y a certaines preuves qui remontent, aussitôt remontées, on les efface ou carrément on efface ceux qui ont vu clair dans le jeu, comme c'était le cas du maréchal Déby Idriss Itno du Tchad. Une dernière question avant de nous quitter, M. Souleymane Hamza. On s'intéresse peut-être à l'inertie de certains États voisins. On parle entre autres de l'Égypte ou encore de l'Algérie. On connaît quand même leur capacité militaire. On sait que depuis quand même l'assassinat du guide libyen Muammar Kadhafi, il y a eu ce flux-là, cela a développé, entraîné le flux justement de la circulation d'armes dans la zone. Et il y a eu dans ses répercussions aussi dans la zone sahélienne, d'où ces États africains, Burkina Faso, Mali et tout, qui sont de plus en plus attaqués. Alors on a l'impression que si le problème était traité justement en amont, c'est-à-dire que vers ces pays, par ces pays voisins aussi à la Libye, entre autres, le problème aurait peut-être certainement été résolu. Alors qu'est-ce qui explique cette inertie de ces puissances-là quand même, tout aussi militaires telles que l'Algérie ou encore l'Égypte? Il faut dire, déjà, je vous citerai très volontiers, n'est-ce pas, les coopérants, n'est-ce pas, les collaborateurs de ces deux armées-là, qui restent à tout point de vue, à tout égard, même Russie dont on parle, celle-là qui est décriée de partout. Vous prenez l'Algérie, l'armement algérien, il est à 80% russe. Vous prenez l'Égypte, c'est pareil. Et ce sont les deux plus fortes armées de notre continent aujourd'hui, qui sont face aux terroristes. L'Algérie, en un temps record, a presque radié le terrorisme de son sol. Et n'oubliez pas que au moment où le président Assimi Goïta prenait les rênes du Mali, il a fallu avoir résurgence de AQMI, cette force-là qui partageait quelquefois les frontières algériennes. Le président Tebboune, sinon le chef d'état-major de l'époque, qui n'y est plus, mais ils ont dit niet, c'était un niet, et ça ne se négociait plus. Donc, vous voyez, d'où la calmie dans cette zone. Vous prenez du côté de l'Égypte, dans le Sinaï, c'est beaucoup plus le point où l'Égypte est frappée. Mais vous voyez que le président, le général Fattah al-Sisi d'Égypte, a pris toutes les dispositions qu'il fallait pour mettre un terme, n'est-ce pas, à ça. Il faut d'abord organiser la sécurité intérieure avant d'aller vers la sécurité extérieure. Donc, ces deux États-là, il y a une certaine quiétude, mais il faudra que nos États aussi aillent vers elles pour, n'est-ce pas, d'une part, s'expérimenter, former les hommes,
Moi, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours crié sur les plateaux de télévision ici au Bénin. Arrêtons de former nos officiers à ceci. Allons en Russie, allons au Vietnam, allons à Cuba, des pays qui sont résolument engagés dans la lutte contre, n'est-ce pas, le terrorisme, et qui ont une certaine expérience du terrain. Ne versons pas dans la démocratie au point de démocratiser nos armées. Nos armées n'ont pas besoin de militaires démocrates, elles ont besoin de militaires qui ont la poigne et qui sont formés à combattre le terrorisme. On n'a pas besoin de militaires avec plein de galons, on a besoin de militaires qui soient capables de désamorcer, désamorcer une attaque, de faire face à, n'est-ce pas, à une rébellion et de donner la quiétude aux populations. Donc pour moi, l'Algérie et l'Égypte restent deux États dont les armées sont les plus puissantes du continent et que, pour lesquels nos États, nous autres là, qui cherchons, qui sommes en quête de quiétude et de formation, devaient avoir un recours. Mais je dis, si quelqu'un a la Russie, l'Algérie ou l'Égypte comme partenaire, il souffrait que les islamistes prennent la poudre d'escampette. Et je voudrais chuter en disant ceci, Afrique Média, je tire un coup de chapeau. Franchement, respect au président directeur général d'Afrique Média. Respect à vous, Madame Manuela Siké, pour cette émission de pointe. N'est-ce pas, vous touchez au point, vous touchez au point X qu'il faut pour permettre aux Africains de comprendre, n'est-ce pas, cette nébuleuse-là qui en réalité n'est qu'un gros business qui ne dit pas son nom et qui malheureusement fait l'objet d'une soumission de nos chefs d'État qui n'ont que faire que des élections, se mettre plein les poches et puis voilà, laisser nos États en toute décrépitude. Afrique Média est à saluer. Longue vie Afrique Média, le monde c'est nous. Merci à vous, Monsieur Souleymane Hamza. C'est nous qui vous remercions également pour... merci d'avoir accepté cette invitation sur Afrique Média. Merci pour ces analyses. On rappelle que vous êtes expert en questions sécuritaires. On vous souhaite donc une très belle soirée. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout. C'est la fin de votre émission Appel sur le continent sur Afrique Média. Dans quelques minutes, ce sera donc le grand journal africain. Allô? Bonsoir, Afrique Média. Vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir, monsieur. Je suis monsieur Kéka. Bonsoir, monsieur. Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde.